en direct avec Carl Serra, bluesman, qui n'est plus noir puisqu'il s'est jubilé. Ah, ça rate. Jamais, à chaque fois, ça sais. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Que je traîne. Si c'est pas 30. Je traîne ça, oui. Alors, B4 le fait aussi, hein, pour te. Oui, mais B4, c'est par méchanceté. Ça... Oui, mais c'est un vrai catalan, quoi. Et, enfin, un catalan. Pour toi, un vrai catalan, c'est méchant. Non, c'est intéressant. Alors, introduction. Alors, je sais pas si. Oui, alors, tout le monde te connaît. Tout le monde, non. Non, parce que de toute façon, tout le monde est un poisson rouge, donc évidemment. Comme bluesman, les blues de Picoulot, alors, raconte-nous. T'as commencé quoi, journaliste? Parce que moi, t'as eu. Dans ma vie? Ouais. Non, c'était beaucoup plus chaotique que ouais. ça. J'ai commencé à à travailler dans l'industrie dans la région parisienne. Ah, d'accord. Pendant pas mal d'années. Tous les vrais Catalans. Voilà. T'es passé par Paris pour devenir sérieux. Voilà. Comme dirait Steve Weiss. Je suis de la diaspora un peu parce que j'ai quitté les PO très, très jeune avec ma mère. Ouais. Et voilà, donc toute mon éducation scolaire, secondaire, ça a été très peu au-delà d'ailleurs du bac. Ça a été dans la région parisienne. Puis ensuite, j'ai commencé à travailler dans la région parisienne pour gagner ma vie. Hein. En fait, tu ressembles à une chanson de Béranger, tranche de vie, quoi. Un peu, oui. En fait, j'étais parti pour faire des arts graphiques, on va dire. Ouais. Donc, j'ai commencé à faire de la litho dans un atelier à Belleville, sur les hauteurs de l'Est parisien, oui. Et mais il fallait vivre, et donc je suis rentré à mi-temps dans une entreprise industrielle, dans les bureaux, hein, voilà. Je devais être secrétaire commercial, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Et donc j'ai continué à travailler un peu la litho, je peignais aussi, et puis voilà. The Rat Race a pris le dessus, donc je suis passé à temps complet dans mon boulot absolument inintéressant, mais alimentaire. Oui, et je suis rentré là-dedans, et ensuite je suis dans ma génération en tout cas, les années 60 et puis 70, on pouvait réussir je mets des grosses, hein, professionnellement, sans diplôme. Il suffisait de faire ses preuves dans le boulot de tous les jours. Donc j'ai progressé au sein d'une entreprise puis d'une autre, voilà, jusqu'à devenir un cadre, voilà. On croit qu'on a un humain, mais comme derrière, il y a un cadre. Voilà. Et puis pour finir, donc... c'est quelle année ça? Tout ça, c'était dans les années... Alors, moi, disons que j'ai fait ma scolarité... C'était du milieu des années 60 au milieu des... Oui, au milieu des années 70, quoi. D'accord. Voilà, mon enfance et ma jeunesse. Et après, au bout de plusieurs années de vie... Alors ensuite, je me suis marié, j'ai eu des enfants, on va passer dans les détails. J'étais un petit francilien, moyen, voilà, qui avait sa vie. Voilà, je n'avais à l'époque encore jamais parlé catalan, évidemment. Ah oui. Non, je le connaissais parfaitement de façon passive par mes grands-parents, mais à Paris, voilà. En plus, j'ai épousé à l'époque donc une personne qui n'était pas catalane non plus, donc même bref. Mon Dieu, voilà. Mes enfants ont commencé à aller à l'école maternelle dans la région parisienne. Enfin, c'était une vie tout à fait de petit Français moyen, voilà. Voilà, j'ai fait mon service militaire dans l'armée française, voilà, où je suis sorti sous-officier de réserve. Dans quelle arme? Dans l'infanterie de marine. Ah, les commandos de la marine, oui. Très bien, on dirait pas comme ça. Coloniale. Voilà, j'avais pas la même coupe de cheveux pendant mon service militaire, ils n'ont pas voulu. Voilà, et puis à l'arrivée à la trentaine, j'ai commencé un peu comme la publicité pour le Soupline, je commençais à m'ennuyer des cigales, de l'odeur du thym, de la lavande, le romarin, la farigoulette, voilà, la farigoulette, et donc j'ai tout fait pour revenir travailler ici, pour revenir vivre ici chez moi.
Et ça n'a pas été facile parce que j'avais une formation sur le tas, mais voilà, moi j'étais dans l'industrie, il n'y avait rien ici pour moi. Ah bon? Voilà. Et donc j'ai acheté une librairie. Ah donc? Parce que j'ai toujours été, donc après avoir fait de la... dans la litho, j'ai été confronté à l'époque. À l'époque, on faisait encore des livres avec des illustrations, et souvent c'était des lithos. Des livres de caractère, si j'ose dire. Voilà. Voilà. Et donc, voilà. Pour expliquer mon retour, je suis devenu libraire pendant une dizaine d'années. Et puis le hasard a fait. Je me suis inscrit aussi à la fac dès qu'il y a eu le premier DUG de Qatar. Alors j'y allais en comment on appelle ça, en étudiant du soir. En étudiant du soir. Moi j'allais pas aux cours, mais j'allais à quelques cours où j'ai eu quelques contacts. Et donc j'avais 2-3 personnes comme Ala Baïlak ou Jeb Bounet qui me passaient qu'on appelait à l'époque les polycopes, qui étaient en fait des photocopies des cours. Des ronéotypes. Voilà, des ronéos, ouais. Et on va pas dire Roméo et Juliette, non, c'est trop. C'est bien ce que je veux, voilà. Bref. Et voilà, non, tout ça pour expliquer que je me suis mis au catalan, mais j'ai eu la chance, l'énorme chance, au même moment que le Punt de Gérone ait eu l'intention de créer une édition hebdomadaire pour Perpignan, enfin pour les. Oui, mais il y a combien de temps? Parce qu'il y a eu deux Punt Catalogne Nord. Ouais, alors le vrai Punt, l'hebdomadaire, il a été créé en 87. Ouais. Et il a duré jusqu'en 94. Alors pourquoi il est tombé en rade? Ben, il est tombé en rade parce que la maison mère, qui avait des ambitions de créer un journal national catalan dans toute la Catalogne principate, est tombé sur la première crise importante de la publicité dans la presse, et petit à petit déjà la désaffection du lecteur. Quand on pense... Parce que celui-là était uniquement en catalan. Alors celui-là était uniquement en catalan, oui. Parce qu'on parlait de la suite. Oui. Ensuite on a essayé, alors pour sauver les meubles, on a essayé de trouver des formules. Parce que on avait le couteau sous la gorge, si c'est pas rentable, il faut fermer. Voilà. D'ailleurs, les gens ici ont souvent, les lecteurs, les abonnés n'ont souvent pas compris que c'était une entreprise commerciale et qu'il fallait au moins ne pas perdre d'argent. C'est pas le Tlouk ou le Fisso. Voilà, il fallait pas perdre d'argent. C'était une entreprise qui avait d'ailleurs beaucoup d'autres soucis par ailleurs. Et donc voilà, donc on a essayé de trouver la formule bilingue, ensuite la formule magazine, pour réduire les coûts aussi bien de personnel que de fabrication. Voilà, ça n'a pas été facile, mais à la fin, il n'y a pas que nous. Disons le Punt avait déjà des satellites autour de Barcelone, à Reus, à Lleida, dans ce projet de journal national. Mais c'est tombé au moment, à la fin du siècle dernier, finalement, au changement de siècle, où il y a eu le début de la chute de la presse papier. Voilà, parce que moi je me souviens de l'Indépendant qui vendait 150 000 exemplaires le dimanche. Oui, qui avait même une édition Costa Brava. Voilà, et maintenant c'est, je sais pas comment, quelques... en dessous de 80 000, il me semble. Voilà, mais et ils te disent web first. Voilà, oui, voilà, donc tout ça c'est fini. Donc on a lancé en fait ce projet qui s'est maintenu, qui n'est pas si mal. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des archives de ça à Gérone? Non, moi je possède ce qu'on appelle la collection. C'est-à-dire j'ai relié tous les journaux du numéro 0. Ah ouais, ah oui, non mais pas tous ensemble. En plusieurs j'ai plusieurs torts, c'est large comme ça. C'est comme l'encyclopédia universelle. J'ai ça chez moi. Alors, et donc, la deuxième partie, quand on s'est croisés, alors là, on se connaissait déjà, mais par la musique. Voilà, alors voilà. Et je ne sais pas si la première question c'est la musique. Bon, mais il se trouve que pendant la période du Punt Catalogne Nord, il s'est trouvé, le hasard a fait que moi je jouais de la guitare et je jouais un peu d'harmonica, je chantais comme et 3 autres personnes
salariés avec moi. L'un était bassiste, l'autre pianiste et l'autre batteur. Rien à voir avec le parti basse. Non. D'ailleurs, le bassiste c'était Estelle Carrère. Que j'ai croisé avant-hier. Voilà, et qui vient de publier avec son frère un bouquin, un polar. Voilà, et donc, Estelle, voilà, et qui était guitariste aussi, mais pour les besoins de notre projet, s'est mis à la basse. Voilà, donc on était 4 et on a formé le premier blues de Picoulate. D'accord. Voilà. Il y en a eu plusieurs. Avec un nom qui se voulait rigolo. Oui. D'ailleurs. Voilà, riez s'il vous plaît. Blues de Picoulate, ce qu'il faut. Alors qui est marrant, ça marche ici. Encore que des gens que je ne citerai pas, mais que tu as cités hors antenne tout à l'heure, m'appelaient Bols de Picoulate, appeler le groupe Bols de Picoulate, ils n'avaient pas encore. Ah ouais, le type. Bols Blues, deuxième degré, c'était pas arrivé. Voilà, ça dépassait pas les couches. Dans les rivières, c'est que l'oxygène ne circule pas et qu'il y a des trucs déshérités d'oxygène. Ça, c'est. Voilà, donc pour revenir à l'histoire du groupe, donc il est né à ce moment-là. Bon, ensuite les trois, petit à petit, rapidement d'ailleurs, dans les 2 ou 3 années qui ont suivi, mes 3 partenaires du Punt ont arrêté la musique. Estelle est venue, voilà, il y en a pour qui c'était trop stressant, qui se trouvaient mal sur scène, d'autres qui ont eu d'autres projets dans la vie. Voilà, et donc j'ai continué le groupe avec des gens de l'extérieur. Alors Alèche est arrivé après ou déjà à cette époque-là? Alèche Régnier pour le coup. Alèche est arrivé au Punt à l'époque où ce n'était plus l'hebdomadaire que voilà. Donc, lui c'était quand on a essayé de créer ces expérimentations bizarres pour survivre. Voilà. Ah d'accord. Voilà. C'est un camarade de misère, on peut le dire. Voilà. Non, nous, la base, c'était quand même tous ces jeunes qui sortaient des études catalanes de la fac de Perpignan, et donc Estève, il y avait à la Baïlac. Donc il y avait une logique qu'il n'y a plus, semble-t-il, maintenant. Moi je dis, j'ai cru percevoir que plus il y avait d'écoles catalanes, moins il y avait de journaux en catalan, et moins il y avait d'auteurs en catalan. Écoute, à l'époque, tous ces gens, Jeff Bounet, Hugh Bounet, Hermine Ludoan, Nathalie Verdaguet, on était une bonne douzaine, là, les noms m'arrivent pas, là. Tu transmettras la liste qu'on a. Voilà, non, pour dire que tous ces jeunes gens qui sont devenus, pour la plupart, profs de catalan d'ailleurs dans le public, pas nécessairement dans les écoles catalanes d'ailleurs, dans le public, il y avait un noyau qui émergeait de jeunes qui ont pas. De là sont aussi sortis des maisons d'édition. Aussi, oui. C'est tout un univers catalan. Oui. En fait, moi, quand je suis arrivé en 97 dans cet univers-là, c'était le début du crépuscule. Oui. Mais il y avait encore du beau, quoi. Oui, mais même tu as parlé de façon un peu ironique du Fisso, mais il y avait aussi ces publications qui étaient là. Alors, il y avait eu la Noble False avant, mais il y avait, bon, ça bougeait, quoi. Voilà, ça bougeait. Je sais pas maintenant. Moi, je suis un peu sur le. C'est archipélisé, si je veux dire. Oui, c'est chacun est dans son coin et trouve que c'est dommage qu'on s'intéresse pas à lui. Je sais pas. De loin, hein. Oui, moi je. De loin, je te dis ça. Pour être pudique. Parce que oui, voilà, bon, soyons pudiques. Il n'y a plus de cohésion dans le monde catalan et que avant, sur le catalan, on se battait Calia fait país, et maintenant c'est Calia faire mon nuage, et je me sers du catalan comme d'autre chose. Ça pourrait être autre chose que le catalanisme, mais c'est de l'onanisme intersectionnel. C'est pas moi qui l'ai dit, d'accord. Non, je peux me permettre. Oui, c'est l'intervieweur, il peut tout se permettre. Mais voilà, non. Et j'ai arrêté donc en 2018, après de 25 ans de carrière, Blues de Picoulate, j'ai stoppé volontairement avec un concert d'adieu et tout ça, Tu
sentais plus d'envie de ce côté-là disons de la que frontière. quand à un moment donné, tu as presque tous les gens qui te suivent, les fans, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Morts. Non, ils ne sont pas morts, mais ils sont dans le milieu purement français, français d'ici. Tu vois, ça ils sont intégrés, ils sont assimilés, voilà, c'est bien ça. Tu te dis, pourquoi continuer à écrire, moi, ou faire écrire par Alej Régnier, et surtout par Joan Lewis, les textes des chansons. Les chansons écrites par... Bon, moi j'en ai commis aussi quelques-unes, mais les chansons qui sont sur des albums de Joan Lewis sont voilà, alors Joan Lewis, c'est au niveau de ça. C'est un grand écrivain. C'est un grand écrivain. Il est connu au Sud. Ça serait bien qu'on le traduise en français pour que... Il est traduit là. Oui, il y en a un. Il y en a un qui est traduit. Il y avait Wagon volé, le premier. Oui, non, mais là, le dernier, le Junil, il est traduit par une maison d'édition parisienne et enfin, il va être un écrivain. Et on en parle, il a une bonne critique dans Le Monde, et voilà. Non, donc on a la malédiction. On a un bon écrivain. Joan Lewis, il devient écrivain français, on va le voir enfin au Café de Flore. Eh bien, ça, je ne sais pas s'il ira jusque-là, hein, mais il faudra lui demander à lui. Mais, voilà. Mais, moi, à cette époque-là, les choses... je ne voyais pas l'intérêt de traîner... parce que comme je m'occupais de tout, c'est assez lourd. Hein. Surtout qu'on n'était pas un groupe de 4 à ce moment-là. On était 7, 8, quelquefois 11. Ah oui, des fois, parfois une section de cuivre. En fait, il y a toujours eu 3 choristes. C'était lourd à gérer. Et donc, voilà. J'ai arrêté pour cette raison-là. Et alors, pour en revenir à l'écriture, à cette époque-là, déjà, je commençais à prendre des petites notes. Disons que l'âge venant, je me suis senti de plus en plus, surtout avec la disparition de mes grands-parents d'abord, puis de mes parents, et puis des oncles, de la famille. On en avait parlé. Oui, je me suis senti un peu, à un moment donné, il m'a semblé que j'étais le seul sur Terre à être la courroie de transmission possible. Oui, ou le récepteur, en tout cas le conservateur de choses que j'avais entendues ou qu'on m'avait dites, mais y compris des choses complètement anecdotiques, superficielles, mais des choses dont j'étais l'unique connaisseur. Et ça j'ai eu envie de... Alors, j'ai pris des notes pour pas oublier. Voilà. Ça va de choses très très bizarres, mais j'ai toujours pensé que ce serait dommage que certaines choses se perdent à jamais. Même si c'était des choses qui n'ont pas de transcendance en soi. Et donc j'ai commencé à faire des fiches. J'avais des fiches cartonnées, j'ai créé un truc, une anecdote que m'a raconté mon grand-père. Et puis récemment, il y a 2-3 ans, je me suis dit, mais tout ça, tu vas le raconter, mais sous quelle forme? Je ne vais pas faire une autobiographie qui n'aurait aucun intérêt pour personne. Rien que le monde, comme tu n'as pas fait une vie à la Gainsbourg, oui, voilà. Comme ça part, alors que c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est intéressant, je ne crois pas. Mais tu avais lu le Claude Delmas, la submersion du Roussillon. Oui. Moi, ça m'avait beaucoup touché parce que c'était magnifique. Et donc le livre, parce que je t'ai invité pour le livre, et dans cette eau-là, si j'ose dire. Oui, enfin, j'ai mis en épigraphe une petite... une citation d'un philosophe, un petit philosophe sud-catalan, mais de pas loin. Il était d'Olot, mais il avait passé toute sa vie à Bagnols. Et il était un peu un disciple de cette philosophie française de la deuxième moitié du 19e, chrétienne, on va dire... On peut dire catholique, allez voir. Oui, elle était plutôt catholique, mais on va dire quand même, humaniste chrétienne. Plus proche de Jésus que du pape, tu veux dire. Voilà, si on veut, oui. Et donc, bon, bref, ce monsieur, qui est du vivre à cheval entre le 19e et le 20e, a eu juste une petite phrase qui est là, qui dit « El pitjor enemic és l'oublit ». Le pire ennemi, c'est l'oubli.
Et je suis parti de là, quoi. Il faut pas oublier, il faut conserver les choses. On a les mêmes obsessions, en fait. Toi, tu es beaucoup plus jeune que moi, mais... Très honoré, mais oui, pourquoi? Oui, bien sûr. J'ai l'impression que les 3/4 des habitants ici, ailleurs on s'en fout, on n'y vit pas, ne vivent pas avec intensité ce territoire parce qu'ils n'y connaissent rien. Moi, j'ai des espèces de joie dans un endroit d'y lire l'épigraphie sur chaque mur. Oui, tout à fait. Oui. Et les gens qui sont payés pour la mémoire ne prennent même pas de Ginkgo biloba. Donc, tout ce qui est mémorial, université, etc., voilà. Et puis moi j'ai vécu quand même avec une vénération totale pour mes grands-parents, en particulier mes 2 grands-pères, mais une grand-mère aussi. Et voilà, c'est une façon aussi d'être fidèle à ma lignée, une lignée de prolétaires, mais ma lignée, en tout cas spirituelle, de ma famille en fait. Et donc, voilà. Alors donc, récemment, on va dire, il y a 2-3 ans, je me suis dit, tout ça, il faut... C'est là qu'elles ont commencé à Fatem. Disons, je ne comptais pas écrire, je comptais garder ça par écrit pour à mes enfants éventuellement, et voilà. Mais là, j'ai décidé de le laisser par écrit, et donc, pour en revenir à ce que je disais, pas d'autobiographie, ça n'a aucun intérêt. Donc, je vais faire un roman, je vais raconter une histoire, et à travers... Je mettrai à la place ou à travers les personnages, je vais raconter toutes ces anecdotes, toutes ces histoires, toutes ces situations qui sont réelles, qui sont... Et donc j'ai raconté une histoire. Alors j'ai utilisé une méthode qui n'est pas très courante, mais que j'ai pas inventée, qui est d'écrire à la première personne. Enfin, il y a 3 chapitres à la première personne, mais c'est 3 personnages différents qui écrivent. D'accord. Donc ça commence je me suis levé, je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert le frigo, j'avais oublié d'acheter le jus d'orange. Voilà. Donc la première personne. Donc il y a une femme qui écrit et puis 2 hommes. Et ces 3 personnages en fait parlent de leur vie. Mais il y a un fil conducteur de tout ça qui est leur ami commun, qui est un 4e personnage mais qui n'écrit pas, qui a une maladie rénale, on peut dire. On peut dire une maladie. J'aime bien les précautions que tu prends avec moi. Ben oui, qui a une maladie. Alors, on se l'est dit il n'y a pas longtemps, je ne savais même pas que tu étais dialysé, alors que ça fait plus de 20 ans. Oui, non, je ne savais pas. Mais c'est parce que j'ai une vie plus intéressante que ma... Alors, sans te connaître ton cas, et voilà, en fait, c'est un personnage qui est dialysé et qui est leur ami commun. Donc voilà, donc si tu veux... Donc c'est le fil rouge, comme on dit. Voilà, le fil rouge, c'est ce personnage et la façon dont il s'en occupe, s'en préoccupe, et avec qui il partage des tas de valeurs depuis leur enfance. C'est des amis d'enfance. Voilà. Alors le premier chapitre est écrit par une femme qui s'appelle Hélène. Et voilà, ça m'a intéressé beaucoup d'écrire à la première personne, comme si j'étais une femme des années 80, comme voilà, ça m'a intéressé, et finalement c'est peut-être la partie qui est plus profondément... Et ensuite il y a les 2 autres amis, et voilà, et tout ça, ça fait un petit roman. Voilà, un petit roman en catalan, publié en Catalogne Nord. Ah, c'est publié en catalan? Non, c'est pas publié, c'est publié au sud. Ah, alors c'est quelle édition? Elle s'appelle Calligraphe, qui veut dire calligraphe, vous aviez compris. Oui. Voilà, qui est une maison d'édition. Je suis quand même le numéro 60 dans les narrations. C'est une maison qui a déjà un catalogue, voilà, mais qui publie aussi, mais qui a publié aussi une œuvre de Michael Weiss. La mère d'Estève. La mère d'Estève sur Joseph Sébastien Pons. D'accord, le peintre. Non. Ah non, Joseph c'est... L'écrivain. Ah merde. Dit sur tête. Ah oui, alors il y a un peintre chez nous qui s'appelle Pons. Pilate, non, enfin, je sais pas. Non, je comprends. Moi j'ai plusieurs copains qui s'appellent Pons, mais... Pierre Pons. Oui. Ça me reviendra. Non, mais je sais pas pourquoi. Je me rappelle justement d'un article du Poun qui parlait d'un peintre qui s'appelait Pons, mais alors
mais perdo. Pas qui me porte. Il y avait eu un ministre chiracien qui s'appelait Ponce, qui sévissait du côté de Castelnau. Oui, et puis surtout qui a aplati joyeusement à la grotte d'Ouvéa les velléités d'indépendance de Nouvelle-Calédonie. Je ne retrouve pas son prénom. Bon, enfin bref, voilà. Donc il est édité en Catalogne Sud parce que j'avais la prétention qu'il soit un petit peu lu hors de nos frontières. Oui, parce qu'ici, alors là j'y reviens, c'est-à-dire que... Un petit peu, hein. Il y a un agacement de ma part à ce qu'il y ait... il y a beaucoup de subventions pour des trucs en catalan et il y a si peu de création en catalan. À part en musique électronique, je veux dire. Oui, c'est vrai que non, c'est vrai qu'en littérature, on dirait qu'il n'y a pas. Il y a Joan Francesc Hey. Ouais. Dans les jeunes. Oui, qui a mon âge. Voilà, oui, dans les jeunes. Enfin, voilà. Oui, mais on est un jeune. À 50 ans, on est un jeune écrivain encore. Hein, c'est l'avantage du métier, comme peintre d'ailleurs. Hein, à 50 ans, tu es un jeune peintre. C'est lui qui bossait à la classe de la Générale. Voilà. Mais à part lui, il n'y a que en jeune écrivain, il y a Bezonov. Il y a Bezonov. Qui, comme dans Alphaville, est Forever Young. Voilà, oui. Il y a Bezonov qui a produit beaucoup. Et Joan Lewis qui produit beaucoup aussi. Alèche a arrêté d'écrire, Alèche, on n'écrit plus depuis longtemps. Puis maintenant, il est devenu barcelonais. Comme Christian Martinez. On n'a plus de nouvelles. Et après, c'est vrai qu'il y a... Non, mais peut-être qu'on a raté des choses. Enfin, moi, je me demande, parce que moi, j'ai une espèce de doute. Je dis, mais avant, c'était évident. Tout ce qui se produisait, on le savait, parce que la presse faisait son boulot. Oui. Non, puis on a eu des grands écrivains ici. Il y a eu Jordi Carbonell, Pierre Verdaguer, et d'autres. Hein. En langue catalane ou en français? En catalan. Je parle en catalan. Là. En français, je connais moins le problème. Mais c'est vrai que dans les jeunes générations, bon, c'est peut-être aussi un phénomène de génération. Peut-être qu'ils créent des plateformes web, voilà, et ils n'écrivent pas des livres. Voilà, moi je me mets pas dans le lot, moi je suis pas un vrai écrivain. Pour des jeux vidéo, il faut des narrations. Maintenant, tu as des narrations très puissantes en jeux vidéo, parce que tout commence par Homer. Oui. Mais enfin bon, voilà. Alors, curieusement, le livre, je pense qu'il va pas si mal que ça, en tout cas. Des séries, tu vois. Oui, faut écrire de toute manière. À un moment donné, il faut écrire, oui. Bon, maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui écrit aussi pour certaines personnes. Hein. On ne sait pas ce que ça va devenir, tout ça. Mais enfin, bon, voilà. Mais moi, je reviens. Oui, ego. Oui, non, pour dire juste que moi, je ne me considère pas, par rapport au nom qu'on a cité, comme un écrivain. J'ai écrit un livre. C'est ton premier. Voilà, c'est mon premier. J'ai écrit des centaines d'articles, des milliers de lignes comme journaliste. J'ai écrit des poèmes, entre guillemets, puisque j'ai écrit des paroles de chansons. Les paroles de chansons, quand on les lit, ça rime, ça ressemble à un poème un peu. Mais je n'avais pas écrit de la prose, voilà. Enfin, à part quelques contes de Noël pour mon journal à l'époque, pour le Punt, j'avais jamais écrit un vrai livre. Est-ce que ça t'a donné envie de continuer? Alors, sur le coup, moi je m'étais dit, je vais écrire ça, puisque c'était à base de souvenirs, et après, j'aurais plus rien à dire, ce sera fini. Et là, je sais pas... un peu quand même. Oui, non, mais je sais pas si j'ai mieux. T'as imaginé la Catalogne indépendante, qui est un début d'imagination. Ça, j'en ai rêvé, comme certains, oui. Là, ça s'est un peu calmé, mais il y a toujours l'espoir. Voilà. Oui, comme disait Voltaire à la fin du poème sur le tremblement de terre de Lisbonne, au fond de la boîte, l'espoir. Ah oui. Voilà, mais sinon, voilà. Alors, donc, non, sinon, est-ce que j'écrirais... disons que j'ai plus ce sentiment de dire, bon, j'ai tout mis là-dedans, c'est fini. Maintenant, je vais passer à autre chose. Je vais faire de l'aquarelle ou du macramé. Non, là, je crois que... Isabelle, on m'a donné des nouvelles d'Isabelle Mention depuis Saint-Domingue. Elle peint toujours, elle peint très bien. Elle peint très bien, elle est peintre professionnelle, elle peint très bien. Elle a exposé récemment à la maison de la Catalanité là-bas.
Elle a... C'est con, si j'avais su, j'y serais allé. Oui, oui, et elle avait une belle exposition qui était basée sur ses voyages. Donc il y avait des peintures, on va dire exotiques, sur la République dominicaine, sur le Mexique, enfin cette zone-là, les Caraïbes, par là, et avec des palmiers, là, un peu, donc, voilà, c'est un peu son style, voilà. Là, elle a bien voulu me... Là, c'est assez impressionniste. Oui, oui, elle a bien voulu me... C'est très joli, on va le repasser, parce que quand même, dans la peine, hein. Chat. Voilà. On voit une maîtrise. Oui, oui, non. Tu vois, c'est pas approximatif, quoi. Voilà, et donc elle a évidemment Canigou. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que tout ça se passe au départ à Prades, dans le Conflent, donc. Oui. D'où sont originaires les 4 personnages, les 3 qui écrivent et le fil conducteur. D'accord. Mais ensuite, ces gens-là, comme ils décrivent leur vie, il y en a certains où ça va juste un peu partout, jeunes et larges d'épaules, y compris à l'étranger. Mais la base, c'est quand même le Conflent et Prades et le pied sous le Canigou. Parce que quand on est à Prades, le Canigou, on le voit, il faut lever le nez pour voir on est vraiment en dessous. Donc c'est quelque chose qui... C'est comme la lettre d'Edgar Allan Poe, on la voit pas tellement elle est là, quoi. Voilà. Alors pour terminer, l'idée c'est pim pam. Je veux reparler du Poun, toute cette mémoire. Non, papier. Comment la faire revenir ici dans la mémoire, justement. Alors, il faudrait écrire un livre. Qui est partant pour justement écrire un livre là-dessus avec toi. Oui, on en a parlé comme ça, oui. Mais là, ce serait plus un livre reportage, ce serait... Voilà. Oui, mais voilà. Mais ça pourrait se faire, ce serait intéressant. Au moins pour rester dans la mémoire collective, voilà, que ça s'oublie, enfin que ça s'oublie pas. Essayez. Parce que même si les gens ne s'en souviennent plus, s'il y a un livre, il est quand même toujours dans une bibliothèque municipale, dans un rayon là-haut, et on peut toujours aller voir. S'il n'y a pas, c'est fini. Le gramme devient plat. À minima, c'est... Voilà. Bon, on a tout dit, non là. On a tout dit, Karl. Bon, ben on repart de ça s'appelle Canigou Blues, Karl Sarath, et ça se trouve dans toutes les bonnes boucheries charcuteries, ton livre. Ça se trouve, j'ose pas le dire, ça se trouve même sur Amazon. Voilà. Oui, non, mais t'oses pas. Oui, c'est une catastrophe parce qu'on m'a envoyé plusieurs témoignages de gens qui l'ont acheté, bon, parce qu'ils ne sont pas sur place. Hein. Oui. Voilà. Non, sinon on peut le trouver ici à la librairie catalane, évidemment, et au sud, dans toutes les librairies. Tu es toujours en concert de l'autre côté aussi Oui, je continue toujours en trio, un peu format jazzy, c'est-à-dire contrebasse, piano et moi. On continue à jouer pas mal. Au concert és el mes de febrer. Très bien. El mes de febrer. Ah, c'est mon cousin qui les a fait. Allez-y, à Girona. Allez,